Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Saint-Pascal de Kamouraska, un bilan positif pour le projet Mobilo. À Pont-Brillant, une fondation pour assurer l'avenir de l'église Saint-Antoine de Padoue. À Baie-Saint-Paul, les écoliers de l'école Sire-Rodolphe Forget apprennent l'achat responsable. À Notre-Dame-de-Lourdes, on construira un quartier de mini-maisons. À Cap-Chat, on visite l'exposition de photographie Cap-Chat 100 ans noir sur blanc. À Passepébiac, le tournoi de hockey M15 toute catégorie accueille plus de 350 jeunes joueurs. À Notre-Dame de l'Île-Perrot, on s'amuse avec un jeu de baby-foot géant. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Amqui, où deux jeunes entrepreneurs se lancent dans l'élevage et la vente de poissons d'eau douce. Un reportage de Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia. Un nouveau commerce s'est installé dans le local qui était occupé par le point de service de la Société de l'assurance automobile du Québec à Amqui. C'est le commerce Scalaire de la Vallée qui a maintenant pignon sur rue. Je vais aller m'entretenir avec les propriétaires et vous faire visiter les installations. Je suis en compagnie des propriétaires de Scalaire de la Vallée, Rémi Vallière et Isabelle Daigle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est une jeune entreprise. Oui, vous venez d'ouvrir pignon sur rue, mais ça fait quelques mois quand même que vous existiez. Oui, on faisait ça de notre sous-sol à la maison. On a commencé par là. Et là, vous avez décidé d'ouvrir Au public par après. une boutique. C'est plus facile, j'imagine? Oui, oui, plus facile. Là, vous piquez ma curiosité parce que vous faites l'élevage de poissons, parce que les poissons que vous vendez, en grande partie, c'est vous là, qui les élevez. Oui. Comment ça fonctionne? Comment on fait ça de l'élevage de poissons? Bien, en fait, nous, l'élevage de poissons, il va falloir reproduire ce qui est le plus près de leur milieu naturel. Donc, simuler des périodes de pluie, des grands changements d'eau, baisser le niveau de l'eau de l'aquarium, adoucir l'eau. Puis là, ça va faire amener que les parents vont frayer ensemble, puis là, ils vont se trouver un support de ponte, puis tout part de là. Fait que là, ensuite de ça, il faut veiller si les parents sont aptes à veiller sur les œufs. Bien souvent, il faut retirer les œufs si on veut garder la portée tout de suite. Sinon, on va laisser plusieurs essais, 2, 3, 6, 10 essais pour être capable que les parents s'habituent puis qu'ils deviennent des bons parents puis que là, on ait des bons poissons qui vont avoir un instinct meilleur. Mais là, ça fait en sorte qu'on a des bons poissons. Comme actuellement, nous, on a beaucoup d'anges qui est de notre élevage personnel. On a les anges marbrés, des koas, les zébrés qui est de notre élevage personnel. On a d'autres qui viennent d'éleveurs privés aussi et quelques-uns qui viennent d'importation. Et ça vient de où, cette passion pour les poissons? Bien, on a commencé avec un aquarium dans notre salon. Après ça, on a acheté un couple d'anges, puis ils se sont mis à reproduire. Ils nous faisaient des petits bébés, puis on était là, bon, comment qu'on fait? Fait que là, on s'est mis à faire de la lecture. Fait qu'on a starté avec les scalaires, les anges. Puis à force d'avoir les anges, on s'est dit, on devrait peut-être essayer d'autres poissons. Fait que là, on s'est mis à lire, on s'est couché tard, on a fait beaucoup de lectures, on a visionné beaucoup, on a souvent parlé aussi avec les autres éleveurs de d'autres régions. Ça a pas mal parti de là. Puis là, après ça, on s'est mis à grossir les espèces. Ah, bien finalement, on va rentrer une nouvelle espèce. Fait qu'on lisait sur l'espèce, on faisait nos recherches, on découvrait des choses aussi qu'on savait pas que ça pouvait être comme ça. Puis finalement, bien, ça a starté de comme ça. Donc, le nom de Scalaire de la Vallée, ça vient de ces poissons-là? Oui, c'est eux autres qui ont parti le bal? Oui, c'est eux qui ont parti le bal. Ça vient des poissons anges scalaires. Et là, combien de sortes de poissons? Combien de races de poissons vous créez? En tout et partout, je dirais à peu près quoi? De l'élevage, on en a à peu près une vingtaine que c'est nous qui reproduit les parents. Puis les autres, bien, on essaye de prendre des éleveurs privés de d'autres régions. Mais on a à peu près
Après ça, En tout et pour tout, on a à peu près pour une centaine d'espèces différentes. mais Puis une vingtaine qui est en élevage, puis ça va augmenter au fil du temps. Là. Plus qu'on va avoir de temps disponible, plus qu'on va rentrer en reproduction certaines espèces. Une grosse partie des poissons que vous vendez dans la boutique, c'est une partie de votre élevage. À peu près combien de pourcentage des poissons que vous vendez? Les anges sont très populaires, les barbus sont très populaires, donc je te dirais que facilement 30 de nos ventes sont vers là. C'est l'élevage qui fait ça. Oui. Le restant, ça va être tout ce qui est des plécos de collection, des affaires comme ça, que eux, ben, on n'a pas le choix de passer par un intermédiaire que lui fait de l'importation ou que lui se spécialise là-dedans, l'élevage de plécos. Là, vous vendez des poissons aussi, mais vous avez sûrement des produits à côté que vous vendez, de la nourriture, des Oui, choses oui, comme oui. ça? On a les accessoires, la nourriture, le bois, les décorations, les plantes, tout ce qui touche la filtration. On a aussi un élevage de grenouilles terribilis qui appelle. On les a pas ici en magasin parce qu'elles sont tout petites, mais on fait aussi l'élevage de grenouilles. On a déjà Est-ce qu'on va les voir bientôt en boutique? Oui, oui, oui. Bien, ils sont sur le site Internet, sont disponibles quand même, mais elles sont tout petites. Puis on va les amener bientôt. Mais on a peut-être l'intention, si tout va bien, de ouvrir peut-être une section reptile, mais notre force est vraiment les poissons d'eau douce. On s'y connaît un peu en reptile, mais notre force, c'est vraiment les poissons. C'est vraiment là, votre... Oui, c'est notre plus grosse force. Les gens qui ont les reptiles actuellement, on accommode beaucoup au niveau des insectes nourriciers, la nourriture, les souris congelées, tout ça, c'est accessible au travers du Scalaire de la Vallée. Malgré le fait qu'on est spécialisé en poissons, on veut accommoder les gens de la région parce que c'est quand même disponible au sein de nos fournisseurs. Et là, vous avez un site Internet. Est-ce que vous faites aussi de la vente en ligne? Oui, on expédie beaucoup partout au Québec. On expédie beaucoup. C'est quand même particulier. Comment ça se fait, une expédition de poissons? Parce que tu mets pas ça dans une enveloppe et tu envoies ça de même? Non, c'est pas dans des enveloppes. C'est des boîtes spécialisées justement pour eux, que nous, on les met dans nos sacs, on les met dans la boîte, on fait en sorte que la chaleur reste dans la boîte. Puis nous, on va porter ça chez Expédibus, à Amqui, puis on peut les livrer tout partout d'où c'est qu'il y a pas des magasins, mais des dépanneurs qui ont l'Expédibus. Ouais. Donc, l'entreprise est toute jeune. Je pense que vous avez débuté en janvier le commerce. Oui, début janvier. Et là, depuis quelques jours, vous avez pignon sur rue, vous êtes ouvert. Comment ça se passe là, depuis que vous êtes ouvert? À date, ça se passe super bien. On a plusieurs agents qui sont curieux. Donc, ils viennent voir, c'est de la nouveauté. Ici, on va avoir des produits de qualité, tout ce qui est aspect naturel. On propose une super de belle garantie. L'expédition. On est très accommodable. On est très accommodant. Donc, les gens peuvent venir et peuvent passer des commandes Internet, venir chercher direct en boutique. Ou l'expédition, on va proposer aussi de la livraison locale. Des gens qui ne peuvent pas nécessairement venir se déplacer, peu importe la raison, on peut proposer de se déplacer chez les gens. Donc, on est ouvert un peu à tout. Et puis, ça va être quoi? C'est quoi vos heures d'ouverture? Bien, présentement, on est fermé le lundi, mardi pour nous laisser un petit peu de temps aussi avec l'élevage. Mais le mercredi, on est ouvert de 10h à 5h30. Jeudi, vendredi, ça va être de 10h à 19h. Puis la fin de semaine, on va être ouvert de midi à 4. Samedi et dimanche. Et puis, vous m'aviez parlé peut-être d'un projet d'agrandissement. Oui. Agrandir le local. On va passer d'un 500 pieds carrés à environ 2500 et plus si tout va bien. À date, on a bon espoir, ça marche bien. Puis l'idée, ça va être de proposer une division reptile. Oui, l'aquariophilie va devenir plus grand, mais on veut peut-être consacrer un 25 % vers une section reptile. Ça veut dire qu'on va avoir des vivariums, les reptiles, déjà du kit, les insectes nourriciers, les accessoires. C'est déjà accessible. On est capable d'accommoder à ce niveau-là, mais on aimerait éventuellement d'avoir une section pour proposer. En magasin. Là, il faut quand même spécifier que c'est quand même des poissons particuliers. Là. C'est quand même des races particulières. Donc, là, vous parlez peut-être de racheter des reptiles. Y a-t-il une grosse demande pour ce genre de poissons et de reptiles? On connaît déjà actuellement des gens qui ont des reptiles, fait que ce soit des serpents, que ce soit des tortues, des grenouilles, des geckos. Puis ces gens-là, ils ont une problématique actuellement, c'est d'avoir les insectes nourriciers. Fait que c'est compliqué, c'est de la précommande, puis là, c'est long à avoir, fait que ça amène les gens à se déplacer à l'extérieur pour aller chercher, mettons, un plat de grillon qui vaut 20$.
Fait que nous, on a dans l'optique de garder nos gens ici, en région, dans notre région, puis qui encourager local. En plus, on a des prix super compétitifs là-dessus. Donc, moi, je pense qu'il y a un potentiel que les gens viennent puis que ça roule. Oui. On peut se vanter d'avoir cette spécialité ici, quand même. C'est quand même particulier. Oui, oui. Disons qu'on n'en voit pas à tous les coins de rue. On est à la base des passionnés qui aiment ça, qu'on veille au bien-être des poissons. On fait des grandes quarantaines lors de réception qui viennent de l'extérieur. Donc, ça fait en sorte que d'avoir des produits de qualité, des poissons qui sont en santé, pas malades. Donc, on n'est pas à l'abri de la maladie. Non, donc, s'il arrive quelque chose en une période de 48 heures après réception, on garantit notre vivant quand même. Donc, on peut remplacer, créditer, rembourser. Il n'y a pas de problème. Rémi Vallière, Isabelle Daigle, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Puis je vous souhaite bon succès avec votre beau commerce. Oui, on est fiers. Je vous remercie beaucoup. Scalaire de la Vallée est situé au 38 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui, dans le même bâtiment que la boutique Chaussures Pop. Les propriétaires vous accueillent du mercredi au dimanche. Pour toute information, vous pouvez les contacter au 418-631-4904 ou consulter la page Facebook Scalaire de la Vallée et le site Internet scalairedelavallée.square.site. J'accueille maintenant Jean Carbonneau de SEMA TV à Montmagny pour faire le point sur les actualités dans la région. Jean Carbonneau, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Jean, tout d'abord, on parle d'un succès pour une opération qui s'appelait Mobilo chez vous. Ouais. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Mobilo, ça s'écrit tout d'abord par mobile, M-O-B-I-L, un apostrophe, E-A-U, Mobilo. D'accord. Et en fait, ce que ça correspond, c'est une remorque, une petite remorque qui circule dans la région du Kamouraska et de la région de Rivière-du-Loup. Une remorque qui est disponible pour les diverses activités qui s'y déroulent surtout l'été. Donc, les festivals, par exemple, ou des foires familiales, des choses comme ça. Alors, c'est comme une fontaine mobile pour les événements. Oui, exactement. Alors, ça évite justement aux personnes d'apporter leur bouteille d'eau en plastique. Alors, c'est un abreuvoir géant, si on veut. Alors, c'est disponible pour s'abreuver directement. C'est disponible également pour remplir sa gourde d'eau. Et il y a même des modèles, un modèle, je devrais plutôt dire, Oui. qui comporte même un lave-vaisselle portatif à l'intérieur qui est branchable au courant électrique parce que ce sont des systèmes qui sont actionnés par l'électricité ou par des panneaux solaires ou bien tout simplement par batterie. Alors, Jean, permettez-moi. Oui, Oui. permettez-moi. Quel était l'objectif là, d'avoir de tels points d'eau mobiles? En fait, c'est ça, c'est de limiter la consommation de bouteilles d'eau et ainsi d'être un peu plus éco-responsable dans la région de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Alors, avec cet apport, si on veut, dans ces foires ou dans ces festivals, c'est qu'on a, par exemple, d'ailleurs, durant l'année 2024, il y a eu 19 événements dans la région qui ont pu bénéficier de ce service-là, et ce qui a permis d'éviter également l'emploi de plus de 9076 bouteilles d'eau en plastique. Donc, c'est quelque chose qui a été, je pense, c'est la deuxième année que ce service est disponible, et c'est encore une fois cette année, les SADC de Kamouraska et de la MRC de Rivière-du-Loup se sentent très privilégiés et constatent vraiment l'énorme succès de l'opération qui a eu lieu durant l'été 2024. Est-ce qu'on sait si ça va revenir l'an prochain? Je n'ai pas d'indication à cet effet-là, mais vu le succès remporté, je pense bien que c'est une très bonne idée, éco-responsable, et c'est peut-être même quelque chose qui va faire son petit bonhomme de chemin un peu partout au Québec dans l'avenir. Jean, par ailleurs, chez vous, à Montmagny, il y a un magasin d'alimentation qui est une coopérative de gens qui se sont réunis, qui sont propriétaires d'un IGA. Pouvez-vous nous expliquer? Exactement. Alors, en fait, Montmagny est une ville d'une population d'entre 11 et 12 000 Oui. habitants.
comporte 2 grandes surfaces d'alimentation. La première qui est une bannière Maxi et la seconde qui porte la bannière IGA Extra. Et c'est cette bannière-là qui a en fait la propriété de plus de 6450, attendez que j'ai pas le chiffre exact, 6455 membres. Oui, OK. Et c'est depuis 1961 que cette coopérative existe ici même à Montmagny. Dites-moi, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne, une coopérative, un IGA coopératif? Bien, en fait, la personne qui désire être membre de la coopérative doit payer un montant de, je crois, c'est 100 de frais d'ouverture de dossier ou de part sociale, comme on l'appelle. Et puis, ça donne accès à différentes promotions. Et bien, chaque année, on participe, s'il y en a, on participe au profit de la coopérative, du magasin, ni plus ni moins. Alors, c'est une façon de soutenir, si on veut, l'économie locale dans un sens. Ça évite les frais commerciaux. Et le IGA tenait récemment son assemblée générale annuelle. Oui, comme à chaque année, cette période-ci de l'année. À ce moment-là, il y avait environ 200 membres qui étaient présents mardi soir lors de cette assemblée générale. Et à ce moment-là, je peux vous dire que les dirigeants ont effectivement mentionné que cette année était une très, très bonne année malgré toute la conjoncture économique actuelle que l'on vit. Et je vous invite à cet effet à voir le reportage de mon camarade Mario Lacombe, qui était On l'écoute. Mardi, le conseil d'administration de la Coop IGA Montmagny et des marchés Tradition Cap-Saint-Ignace tenait son assemblée annuelle pour brosser le bilan de ses opérations pour l'année financière 2023-2024. Devant une salle de près de 200 membres, le conseil d'administration dévoilait son rapport annuel pour la période concernée. Le directeur général, M. Francis Rouleau, s'est dit fier de sa coopérative qui compte maintenant 6 455 membres. Il nous a aussi livré quelques chiffres sur les opérations. Ceci dit, l'année 2023-2024 a été une véritable source de fierté pour notre coopérative. Elle brille grâce à son engagement envers la communauté, son dynamisme et sa relation privilégiée avec vous. Nous vous adressons un immense merci, chers 6 455 membres, pour votre confiance. Ensemble, avec votre fidélité, nous avons franchi des étapes décisives, comme en témoigne l'augmentation des transactions de 4,25 % pour un total de 888 529 transactions. Avec un total de 888 529 transactions, celle-ci représente une augmentation de 4,25 %. La coopérative a eu un rayonnement de 99 800 $, argent qui est redistribué dans la communauté sous forme de commandites et d'implications diverses. En retombée économique, la coopérative a un effectif de 155 employés pour une masse salariale de 5 778 988 $. L'engagement de la Coop envers plus de 100 fournisseurs québécois et distributeurs locaux est de presque 22 millions de dollars. Et finalement, les investissements pour la modernisation ont été de 243 145 $. En terminant, les membres auront droit cette année à une ristourne de 1,3 % pour un total de 368 297 $. Mario Lacombe à la salle Promutuelle de Montmagny pour CEMA TV. Information. Donc, je rappelle que les 200 membres présents ont adopté toutes les conclusions de ce rapport financier, effectivement. Je vous rappelle, il y a eu une augmentation des transactions de 4,25 %. On est rendu actuellement à 6 455 membres et les membres auront droit à une ristourne de 1,3 % du total de leur achat pour l'année financière qui s'est écoulée. C'est intéressant. Par ailleurs, la Chambre de commerce chez vous à Montmagny a décidé de prendre la parole dans la question de la grève des postes. Oui, effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, à l'instar de la Fédération des chambres de commerce du Québec, se sent très inquiète face à la grève des 55 000 postiers qui perdure depuis maintenant la mi-novembre. Et puis, donc, la Chambre est très sensible, si on veut, à la problématique que certaines entreprises peuvent vivre à cause de cet événement-là, ni plus ni moins. Donc, on considère, par exemple, que même si on est encore en 2024, il y a beaucoup de commerces ou d'entreprises qui fonctionnent encore avec des chèques, avec des factures papier, et qu'ils ont besoin du service de la Poste pour, justement,
que le roulement monétaire se fasse de façon continuelle sans aucun problème, effectivement. Et puis aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec des commandes informatiques à distance. Donc, la greffe des postes, qui est un transporteur très important au niveau des colis, par exemple, ben à ce moment-là, ça cause problématique parce que nécessairement, les coûts sont supérieurs et les entreprises doivent supporter ces coûts-là pour que le roulement de leur entreprise continue de se faire sans arrêt. Et que réclame la Chambre de commerce? Ben, elle réclame rien de spécifique, sinon qu'elle est à l'écoute de ses membres et puis qu'elle cherche avec les membres de trouver des solutions pour amoindrir les problématiques causées par cette greffe des postiers. Alors, chez vous, comme partout ailleurs en région, bien, il y a des problèmes avec les postes. Mais il y a également la Société de l'assurance automobile du Québec qui diminue ses services également chez vous. Bien, il faut croire que la Société d'assurance automobile du Québec suit les directives du gouvernement, donc ils sont aussi probablement en compression budgétaire. Et puis, à l'instar de plusieurs autres points de service, entre autres par des mandataires. Ici, dans la région, à Saint-Raphaël-de-Bellechasse, par exemple, qui est une petite municipalité qui comprenait jusqu'à tout récemment un point de service qui était opéré par un privé, ni plus ni moins. Alors, à l'instar de celui-ci, il y en a beaucoup d'autres également qui ont ou qui devront fermer leurs portes prochainement. Par exemple, je donne la municipalité de Rawdon, celle de Cap-de-la-Madeleine et celle de Montréal-Nord, qui vont voir ou qui ont vu leur point de service également fermé. Et puis, la Société de l'assurance automobile prétend que c'est à cause qu'il y a beaucoup de baisse d'achalandage qui est observée depuis avec son nouveau site Clic Secure, là, C'est ça, oui, effectivement. Puis qu'il y a une diminution d'environ 36 % des transactions qui est effectuée. Donc, Saint-Pascal passe dans le tordeur également. Et effectivement, pas ce site, mais ce point de service-là fermera dès le 11 décembre, c'est dans quelques jours. Donc, de moins en moins de services en personne et de plus en plus de services en ligne. En terminant, Jean, les corps policiers du Québec, puis ça se déroule chez vous également, on a lancé l'opération nationale concertée alcool-drogue. Parlez-nous de ça. Bien, en fait, pour le temps des fêtes, hein, on s'entend. Oui, effectivement, mais c'est valide. Ça a commencé il y a quelques jours et ça va se terminer le 12 janvier prochain. Donc, on fera du dépistage, qui pourrait être réalisé soit des contrôles routiers ou durant la journée nationale d'opération de la sécurité routière qui se déroulera le 12 décembre prochain. On vérifiera également les pneus d'hiver s'ils sont conformes sur les véhicules. Je vous invite à cet effet à regarder une courte vidéo qui a été préparée par le service des communications de TVSQ. Alors, vous allez voir les patrouilleurs qui vont vous donner un petit message. On l'écoute. Du 29 novembre au 2 janvier, c'est l'opération nationale concertée alcool-drogue en collaboration avec les services de police du Québec et Contrôle routier Québec. Il y aura des contrôles routiers aux 4 coins de la province. On n'oublie pas, si on consomme, on conduit pas. Joyeuses fêtes! Eh bien voilà. Donc, je vous rappelle que la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue et l'alcool, ça demeure l'une des principales causes de décès sur nos routes. Puis entre 2018 et 2022, en moyenne, l'alcool était en cause dans 25 % des collisions mortelles, puis dans 15 % des collisions avec blessés graves. Donc, on fait bien attention le 12 décembre, notamment à l'occasion de la Journée nationale, hein? Exactement. Donc, il faut être prudent durant les fêtes pour arriver en sécurité. Et c'est ce que je vous souhaite également, Jean Carbonneau, et je vous remercie d'avoir fait la tournée des actualités dans votre région avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci à vous. À Pont-Brillant, Geneviève Cyr nous informe que pour assurer l'avenir de l'église centenaire de Saint-Antoine de Padoue, des paroissiens ont créé une fondation. Bonjour, aujourd'hui je suis à l'église de Pont-Brillant avec M. Luc Laplante. M. Laplante est un citoyen bien impliqué dans sa communauté et il a décidé de s'investir avec plusieurs autres personnes qui étaient un peu trop timides pour venir à la caméra aujourd'hui avec nous. Mais ils sont quand même là, à l'arrière du décor, là, à travailler avec lui, principalement sur la survie et le maintien là, de l'entretien de l'église. Donc, il va nous confier un peu plus c'est quoi les démarches qu'il a entamées. Donc, tout d'abord, merci d'être avec nous. Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi les démarches que vous avez faites avec le groupe d'autres personnes là, pour l'entretien de l'Église? On voulait, dans le fond, trouver d'autres façons que toujours demander à chaque fois qu'on avait une dépense particulière. Et Michel Jacques nous avait suggéré un soir où on était en réunion pour parler de différentes réparations à faire. Il nous avait parlé d'une fondation, donc qui nous permettrait de faire peut-être des spectacles, des choses comme ça, qui viendraient emmener, comme on dit, de l'eau au moulin. Et graduellement, bien, ça s'est échelonné sur une période environ de 18 mois, le temps de faire les demandes, faire les inscriptions au fédéral, au provincial, avoir notre compte au niveau de la Caisse des Jardins. Après ça, avoir le Clic Secure pour Québec, pour pouvoir communiquer dans notre dossier et aller faire des changements, soit qu'une personne a remplacé ou des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est échelonné sur environ à peu près 18 mois. Là, c'était quand même beaucoup de travail puis beaucoup de démarches. Oui. Mais la plupart des démarches, là, c'est vraiment M. Jacques qui l'a fait. Là. Je suis allé une fois, moi, à Québec, là, spécialement pour finaliser le dossier, parce que chaque fois qu'on appelait, il manquait toujours un papier quelque part. Donc, à un moment donné, j'ai monté à Québec un après-midi, puis sur place, c'est beaucoup plus facile là, d'avoir les renseignements qu'il faut. Puis là, on est vraiment fonctionnel depuis 2 mois. On a déjà des montants qui sont rentrés de personnes qui nous ont fait des dons. On fait les reçus au fur et à mesure que ces dons-là entrent. Là. Pour chaque fois qu'il y a 20 et plus qui est donné à la Fondation, il y a un reçu qui a été mis dans les semaines qui suivent. C'est quoi l'objectif principal de cette fondation-là? Bien, c'est surtout pour ramasser des fonds pour l'entretien de l'Église. Depuis environ 2 ans et demi, dans la même automne, là, en 2022, on a eu des vérifications au niveau c'est le clergé qui avait demandé ça. Il y a des personnes qui sont venues vérifier au niveau de la qualité des soutiens des cloches. Et c'était vraiment, on avait des poutres de bois qui étaient vraiment pourries, qui étaient rendues dangereuses. Là. Donc, ça, c'était un premier coup qu'on a eu, là, qui coûtait 4 000 $. Dans la même automne, on a eu la fournaise qui était à l'huile, qui a lâché. Puis on n'avait plus le droit, à cause des assurances, de remettre un système à l'huile. Donc, il a fallu changer la façon de chauffer l'eau, parce qu'on est avec des calorifères à l'eau dans l'Église. Puis nous autres, on voulait les conserver parce que c'est quand même un atout, puis c'est décoratif en même temps. Donc, on a réussi à avoir, avec Clean Chauffe, on a eu des soumissions là-dessus. Puis ils sont venus installer ça. On a été 2 mois où on a dû faire un chauffage avec un système au propane, là, qu'on installait à chaque fois qu'on avait une célébration ou qu'on avait des mariages ou des baptêmes. Donc, c'était un petit peu tannant, là, mais pour ces 2 mois-là, on s'est arrangé. Puis ça, c'était 8 000 que ça l'a coûté. Donc, il y a encore des réparations comme ça. On en a cette semaine encore. Il y a eu, la semaine passée, on a eu des lumières à l'extérieur qu'il fallait réparer. On les a fait. On a eu une panne de haut-parleurs dans l'église. On avait un qui était pas fonctionnel. Donc, on a bonifié ça aussi parce qu'avec le spectacle qui s'en vient le 7 de décembre, bien, on n'avait pas le choix là, de vraiment les réparer, mais c'est encore beaucoup de sous là, qui passent à chaque fois. Donc, la Fondation va, on espère en tout cas, de faire peut-être 2, 3, 4 activités par année qui vont nous permettre de maintenir notre Église puis la garder en bonne forme. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ça que vous allez inviter les gens à participer à votre première activité. Oui. On va avoir un groupe qui s'appelle le groupe Catimini avec Lisette Vallée, qui est native ici de Pont-Brillant, et Yvon Tardy. Donc, ils vont venir le 7, ils vont nous faire un spectacle. On charge seulement 15 $, mais c'est en même temps, oui, pour se faire des fonds, mais en même temps pour remercier le monde, parce que c'est un spectacle, normalement, qui serait vendu plus cher que ça, là. Mais pour remercier le monde, parce qu'ils nous ont donné quand même depuis 2-3 ans, où on a fait une collecte spéciale quand la fournaise a lâché, puis le soutien des cloches, là, les poutres. Donc, pour ça, pour la première, puis pour le lancement de la Fondation, on voulait avoir beaucoup de monde. Donc, je pense qu'avec un prix comme ça, le monde n'aura pas le choix de venir, là. J'imagine que c'est pour remercier aussi tout le temps qui a été donné, parce que oui, vous ramassez des sous, mais derrière ça, il y a beaucoup de temps bénévole qui a été offert.
Oui, ça, tout le monde donne un petit coup de main à la roue. Là, peut-être que moi, c'est moi qui parle ce soir, mais j'ai du monde qui sont en arrière et qui donnent beaucoup de temps. Là. Puis il y en a qui donnent plus de temps que moi encore. Là. Mais dans le fond, on a tous chacun nos qualités, puis on a chacun nos atouts aussi, puis on est capable. Il y en a qui sont plus habiles au niveau du courant, il y en a d'autres qui sont plus habiles au niveau de la peinture. Chacun a ses qualités, puis en étant en groupe, comme ça, on réussit à faire des travaux que normalement, tout seul, on ne pourrait pas faire. Donc, c'est un rendez-vous le 7 décembre à 19h au coût de 15 $. Les billets sont en vente à la porte. À la porte. À l'arrivée, les portes vont ouvrir à 18h30 pour le début du spectacle à 19h. Donc, c'est un rendez-vous. Manquez pas ça. Mathieu Larivière de TVCO s'est rendu à l'école C. Rodolphe Forgette à Baie-Saint-Paul, où les élèves apprennent l'achat responsable. Le projet communautaire de l'école Forget à Baie-Saint-Paul est sur les rails depuis maintenant 2 ans. Ce projet vise à transmettre plusieurs valeurs inspirées du développement durable aux élèves, dont l'autonomie alimentaire et la conscience écologique. L'équipe de TVCO a passé un avant-midi avec des élèves de 6e année de l'école primaire dans le cadre d'un atelier qui portait sur l'achat responsable. Bonjour Marie-Sophie, merci de nous recevoir aujourd'hui à l'école primaire C. Rodolphe Forget de Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, on vient participer à une activité. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, bien aujourd'hui, merci d'être là. On va commencer par aller faire des achats dans le but de réaliser une recette. Donc, les élèves de 6e année vont réaliser une recette de boules d'énergie. Mais avant de faire leur recette, aujourd'hui, ils ont la responsabilité de faire un choix. Donc, la classe de 24 élèves est séparée en 6 équipes. Et puis, chaque équipe est responsable d'un des aliments de la recette. Donc, on avait des dattes, on avait du cacao, de l'avoine, etc. Le tout pour faire des boules d'énergie. Durant la première partie de l'atelier, la coordonnatrice a pris un moment avec les élèves pour aborder différents critères sur lesquels baser l'achat d'un aliment. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est réfléchir à la provenance des aliments, l'emballage des aliments, le coût des aliments, et tout ça dans 2 styles d'épicerie complètement différentes. Donc, on est allé visiter une grande bannière comme on connaît, les épiceries traditionnelles si on veut, puis on est aussi allé visiter la Gourgane, qui est une épicerie en vrac de Baie-Saint-Paul. Donc, ça nous a permis de voir 2 styles d'achat et puis de comparer justement les prix qu'on y retrouve, mais aussi tout le côté un peu plus éthique et nos valeurs, découvrir qu'est-ce que c'est nos valeurs dans l'achat. Parce qu'il y avait un côté environnemental, Exactement. Vous évaluiez aussi le critère de l'agriculture biologique ou conventionnelle. Exactement. Donc, c'était aussi le moment pour d'introduire ce concept-là. Qu'est-ce que c'est l'agriculture bio versus l'agriculture traditionnelle? Tout ça de manière très large, parce que ce sont des enfants qui restent en 6e année, donc on y va avec un concept assez large, mais simplement pour introduire le fait que parfois c'est plus cher. Comment on peut prendre une décision? Qu'est-ce que c'est nos valeurs? Où est-ce que je me situe? Lors de la visite des commerces, chaque groupe d'élèves a procédé au choix et à l'achat d'un aliment. Ces derniers devaient ensuite justifier les raisons de leur choix à leurs camarades de classe. On a des équipes qui ont choisi des achats vraiment centrés sur le prix. On a des équipes qui ont choisi des achats qui ont été un peu plus centrés sur l'emballage. Donc, ce sont vraiment de la prise de conscience puis de la pensée critique qui est développée à travers cette activité-là. En charge de quel aliment aujourd'hui? Chocolat noir. Pépites de chocolat noir. Pépites de chocolat noir. Puis, qu'est-ce que vous avez remarqué dans les prix? Qu'est-ce qui est plus abordable? C'est un Gourgane, c'est moins cher, mais il y en a plus, fait qu'on est... On est plus l'acheter au maxi. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à trouver le pays de provenance de l'aliment? Les Gourgane, ça c'est Canada. Gourgane, c'est sûrement Canada, puis Baxi, c'est Canada. Ouais. Donc les deux viennent ici, au pays. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez à acheter aujourd'hui comme aliment? Moi, de l'avoine. Nous autres, on a acheté des dattes. De l'avoine, des dattes. Qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport au prix?
Ben, à la Gourgane, c'était beaucoup plus cher, puis au Super 6, c'était moins cher. Mais c'est bio. Oui. Fait qu'ici, c'est bio, fait que c'est mieux pour la planète. Donc là, vous êtes confronté à est-ce qu'on va pour le moins cher ou on va pour le mieux pour la planète? Oui. Qu'est-ce que vous avez pris comme décision? On a pris le mieux pour la planète. Donc vous allez acheter ici à la Gourgane. Marie-Sophie Bertrand estime que le projet est très apprécié à la fois des élèves et des enseignants. Mais pour plusieurs, c'était une première d'aller à l'épicerie comme ça, être autonome puis faire ses propres choix. Donc déjà là, j'ai senti vraiment un sentiment d'autonomie, un sentiment de fierté de pouvoir participer à ça. J'ai eu beaucoup de sourires puis j'ai beaucoup aimé ça. Fait que c'était agréable. Mais en plus de ça, il y a eu la réalisation du prix au 100 grammes parce que c'est un élément que j'avais pas mentionné, mais on comparait le prix au 100 grammes des aliments. Oui. Donc oui, il y a le prix tablette, mais qu'est-ce que c'est le prix réel pour qu'on puisse comparer vraiment, comme on dit, des pommes avec des pommes. Donc on regardait ça et ça, c'est un élément mathématique. Donc pour eux, ça a été intéressant de voir ce que je fais en classe. C'est quoi sa répercussion en dehors, dans la vie réelle. L'utilité. Dans le concret. Exactement. Donc les calculs croisés, puis l'utilité dans le concret, ça pour eux, ça a été quand même quelque chose de très positif. Comment vous le vivez, vous, en tant qu'enseignant? Ah, moi, je tripe bien raide, dans le sens que j'ai pas organisé les activités, mais je chapeaute, on va dire, toute la planification de mon groupe. Ensuite, avec Mme Marie-Sophie, on collabore ensemble par écrit, par courriel pour orchestrer tout ça. Puis j'en profite peut-être plus comme un spectateur, puis j'essaie d'être un peu au niveau des jeunes et puis de le vivre un peu, de le voir comme eux vont le voir. Comment vous avez aimé l'activité d'aujourd'hui? C'est très cool. Ça peut nous apprendre des choses sur la vie quotidienne, comme peser, le poids. Ouais. Puis acheter bio. Ça fait le changement d'être toujours en classe aussi. Ouais. Là. C'est le fun de venir durant la journée, sortir, aller dans les magasins. Ouais. La coordonnatrice croit que l'activité risque d'être reproduite au cours des prochaines années. Bien, on a eu beaucoup de commentaires qui nous disaient je le recommanderais à d'autres élèves parce que c'est une activité qui m'a permis de découvrir un petit peu plus à quoi va servir les mathématiques, justement. D'autres qui ont dit ça m'a permis de comprendre tous les choix que mes parents font à l'épicerie, à quel point c'est complexe, tous ces choix-là, comment je me positionne, puis comment ça peut changer d'une semaine à l'autre. Il y en a qui ont dit qu'ils ont aimé découvrir un nouveau lieu d'achat qu'ils recommanderaient. Donc, en gros, là, la réponse, c'est oui. Une activité qui serait à maintenir. Merci Marie-Sophie de nous avoir invités, puis on est vraiment content d'avoir participé avec vous, puis on se souhaite une belle journée. Mais merci beaucoup d'avoir été présent. À bientôt. Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable s'entretient maintenant avec le maire de Notre-Dame-de-Lourdes, Jocelyn Bédard, au sujet de la construction d'un quartier de mini-maisons. Nous recevrons en studio à M. Jocelyn Bédard, maire de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, qui nous parlera du projet de construction de mini-maisons. Un quartier qui cherche à encourager l'achat de maisons pour les jeunes et qui a plus un objectif communautaire qu'économique. Bienvenue. Monsieur Bédard, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Sylviana. Bon, on va parler aujourd'hui d'un projet de construction qui s'appelle Mini Maison. De quoi il s'agit? C'est un quartier qu'on va développer à Notre-Dame-de-Lourdes dans une partie qu'on a le droit de le faire, là, où on va donner l'autorisation de construire des maisons plus petites que la normale, qu'on appelle les mini-maisons. Ou que ça va donner une chance aux gens de Notre-Dame-de-Lourdes ou de l'extérieur qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer une maison à 400 ou 500 000 $, de pouvoir commencer ou de venir demeurer dans le petit quartier là, à prix modique. D'accord. Et quand on dit mini-maison, de quelle dimension on parle? Quelle est la différence avec les maisons habituelles? Une maison, normalement, qu'on voit normalement, ça a 3 ou 4 chambres, un sous-sol, 2 ou 3 chambres de bain, des salons, des salles d'eau. Mais une mini-maison, ça ne contient pas ça. Ça contient une chambre ou 2 chambres à l'occasion, une salle de bain, un salon-cuisine ensemble. Ça a environ entre 300 et 400 pieds carrés. De grandeur, puis ça coûte moins cher à construire. Combien, de quel montant on parle quand on dit que ça va être plus
économique pour les personnes? Écoute, Sylviana, on est encore dans les estimés, mais les premiers estimés qui sont sortis vont jouer entre 150 et 170 000 d'achat. Donc, si on calcule le coût de la construction, disons 150 000 le montant d'un prêt de ça revient moins cher que le prix d'un loyer qu'on a présentement là, autour de chez nous. Et est-ce que la municipalité va avoir plus de retombées économiques avec ce type de projet ou c'est le contraire? C'est sûr que quand on construit des mini-maisons, une mini-maison n'a pas la même valeur qu'une maison ordinaire. C'est sûr que côté rentabilité de taxes pour la municipalité, ça prend plusieurs mini-maisons pour être capable que ce soit rentable. Donc, c'est pour ça que le projet va en contenir environ une dizaine. Par contre, où qu'on mise beaucoup, nous autres, chez nous, à Lourdes, c'est sur le capital humain. Ça va nous donner une chance à avoir des jeunes familles qui ne sont pas capables, comme je disais tantôt, s'acheter une maison bien dispendieuse. Ils vont pouvoir commencer avec une petite maison qui va leur servir de mise de fonds. Et l'autre opportunité que ça donne, c'est les gens qui vendent leur maison, qui sont à leur retraite, qui sont presque plus capables d'entretenir une grande maison, vont pouvoir venir rester ou demeurer dans une petite mini-maison. Puis ça aussi, c'est un capital humain parce que, en plus que c'est un petit quartier de mini-maison, si on a des personnes plus âgées, il faut penser que ce quartier-là va être juste à l'arrière d'une garderie. Donc, on a des projets à long terme pour faire des activités multigénérationnelles avec le service de garde, avec la FADOC et avec des gens qui travaillent aussi. On entend souvent les mots, la zone blanche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, la zone blanche, c'est dans les municipalités, on a toute une partie de terrain, là, ce qu'on appelle une partie où on leur doit construire des maisons, sans demander l'autorisation à la Commission de protection de territoire agricole. Ça, c'est la zone blanche où on leur doit construire soit de l'industriel ou du résidentiel. C'est prédélimité depuis quelques années par le gouvernement. Et comment est née l'idée, M. Bédard? Je ne sais pas s'il y a des projets comme ce projet dans des autres municipalités, ici dans la MRC de l'Érable, mais sinon, comment est née l'idée de faire mini-maison? 2 ou 3 choses ont venu dans notre tête au niveau du conseil municipal. Je ne suis pas tout seul, on est une équipe qui a pensé à ça. Il y a un quartier qui existe comme ça dans la ville de Sherbrooke qui s'est inspiré un peu de ça. Puis la deuxième des choses qui est arrivée, c'est que on se rend compte qu'on a un grand besoin de logement dans la région de l'Érable. Puis chez nous, en tout cas, on n'a pas nécessairement les moyens d'investir à bâtir des gros blocs appartements. Fait qu'on a regardé, on a dit si on peut construire au moins une dizaine de logements avec des mini-maisons, ça réglerait une partie du problème. Donc, le problème du logement, le problème de l'espace et le problème des coûts de construction ont fait qu'après avoir réfléchi, on a décidé de faire un quartier de mini-maison. D'accord. Et, M. Bédard, et combien coûtera à la municipalité faire un projet de ce type? Bien, à la fin, si on se projette dans, disons, lorsque le projet va être terminé, on s'attend, d'ici 2 ou 3 ans, les terrains vont être tout vendus, parce que déjà, alors qu'il est là, on a déjà 3 de réservés, puis le projet n'a pas commencé. Fait qu'on s'attend d'ici 2 ou 3 ans, ça va coûter rien à la municipalité, parce que la municipalité achète le terrain, on fait les infrastructures, c'est-à-dire la rue et les égouts, mais tout ça, c'est inclus dans le coût, dans le prix du terrain qu'on vend aux citoyens. Monsieur Bédard, merci beaucoup pour toute l'information. On va continuer à faire un suivi sur les projets de mini-maison. Mais merci pour tout. Bien, merci à toi. Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie était au vernissage de l'exposition de photographie Captcha 100 ans, noir sur blanc. Alors, mesdames, messieurs, distingués invités, chers citoyens, c'est avec une immense fierté et une grande émotion que nous sommes réunis aujourd'hui afin d'inaugurer l'exposition 100 ans de photographie à Captcha, tirée du magnifique ouvrage de M. Steve Landry,
Capcha, captivante et chatoyante. Il y a à peu près un an, j'avais reçu du conseil d'administration le mandat de faire une exposition en lien avec le livre de Steve Landry. On était beaucoup en contact, Steve et moi, dans les dernières presque années, dans les derniers mois en tout cas. Puis on a collaboré aussi à ce livre-là, à son livre. Donc c'est devenu naturel que l'exposition, le conseil d'administration s'était rendu compte assez vite, assez rapidement que l'exposition devait découler de ce livre-là. Il y avait un bon filon qu'on devait aller creuser encore plus. Le mandat, c'était vraiment la mise en espace, l'expérience du visiteur, s'assurer que ça respire, s'assurer qu'on puisse mettre en valeur les photos, s'assurer qu'on puisse mettre en valeur certains objets, mais aussi créer un espace immersif, d'où la raison de la chambre noire ici. Alors, je reviens un peu sur ce que M. Soucy a dit. Oui, c'est un hommage à nos ancêtres. C'était des grands travailleurs, c'était des constructeurs. On ne parle pas juste de Capcha, de Sainte-Anne-des-Monts, parce que Capcha et Sainte-Anne-des-Monts étaient mariés ensemble au début, hein, vous savez. Puis, en 1884, les populations grandissaient et ont décidé de faire 2 municipalités. Dans des fêtes, il s'est mis à pleuvoir des photos historiques de Capcha, surtout avec la magnifique collection de la famille Russell, donc la famille de la compagnie James Richardson, qui a fait vivre les habitants de Capcha pendant longtemps, jusqu'en 1975. On a eu l'honneur, le privilège de rencontrer la dernière survivante qui a habité ici à Capcha. Donc vraiment, le travail en amont réalisé par Steve nous a permis d'accélérer beaucoup le processus, de déjà avoir des belles photos, déjà avoir des beaux textes, puis après ça, essayer de remodeler un petit peu le tout pour le rendre digeste en exposition. Donc, partir d'un livre comme ça pour en créer une expo, vraiment, on commence avec une belle avance. Donc, c'était le vernissage de l'exposition, le lancement officiel de l'exposition portant sur l'histoire de Capcha. Donc, beaucoup de partenaires ont répondu. La ville de Capcha, beaucoup de gens étaient présents, les conseillers, mais aussi plein de gens de la population. Donc, on célébrait l'exposition qui découle du livre récemment publié par Steve Landry. Et ça, c'est une demande de mon éditeur qui avait une collection qui s'appelle 100 ans noir sur blanc des municipalités du Québec ou des régions du Québec. On m'a donné le défi de faire ça avec l'histoire de Capcha. Alors, j'ai trouvé l'idée tout à fait géniale. Le concept, c'est de ramasser 200 images et d'accoler à ces images 200 textes pour en faire un livre qu'on a maintenant depuis l'été. Le livre, c'est une chose, l'exposition, c'est une autre chose. La société d'histoire avec laquelle je travaillais pour chercher des photos a eu rapidement l'idée de monter une exposition à partir de ces bandes d'images qui sont maintenant archivées. En plus de la collaboration monétaire, moi et M. Roy, qui est mon directeur général, on a apporté des artefacts, on a fait des recherches d'artefacts dans la grange, le garage, c'est-à-dire du père à Yves Roy. La collaboration qui va venir, ça va de trouver un local pour transporter cette belle exposition-là à Capcha même. Valérie Pinault de Télévague a rencontré les organisateurs et les participants à la 49e édition du tournoi de hockey M15, toutes catégories, à Passepébiac. Du 20 au 24 novembre dernier, la 49e édition du tournoi M15, toutes catégories de Passepébiac, a eu lieu avec un franc succès et a été marquée par une atmosphère conviviale. Après de nombreuses heures de préparatifs acharnés de la part du comité organisateur, qui a travaillé sans relâche pour assurer que chaque détail soit parfaitement orchestré. L'événement s'est déroulé sans accroc et a connu une participation impressionnante des bénévoles qui ont offert leur temps précieux, ainsi que des spectateurs enthousiastes venus en grand nombre pour soutenir les jeunes talents. Ce tournoi, qui est devenu un incontournable dans le calendrier sportif de la région, a permis de promouvoir les compétences sportives des jeunes joueurs de hockey. Bien, en fait, cette année, on est rendu à notre 49e édition. Oui. Êtes-vous beaucoup de membres dans votre comité organisateur? Je dirais qu'on est à peu près une dizaine de personnes là, à travailler sur l'organisation de ce tournoi-là. Vous attendez combien de jeunes en fin de semaine? On attend environ 350 jeunes. En fait, des jeunes qui proviennent de Carleton jusqu'à Gaspé, en fait. Quand est-ce que vous avez commencé à organiser cet événement-là? Je dirais qu'on travaille pas mal fort depuis le début de la saison, c'est-à-dire depuis septembre.
Y a-t-il des défis pour le comité pour que ça se déroule bien, l'événement? OK. Je vous dirais que en fait, là, le comité qui est en place, on est comme à notre 2e édition au niveau de l'organisation de ce tournoi-là. Puis je pense qu'on a su mettre les bonnes personnes au bon endroit là, pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Avez-vous une grosse équipe de bénévoles? Oh my God. Bénévoles, je dirais au-dessus d'une centaine de bénévoles. Là. On parle des personnes qui travaillent au niveau des premiers soins, au niveau de la billetterie, le 50-50, au bar, les bancs de punition aussi. Fait que, ah oui, ça représente au-delà d'une centaine de personnes. Au niveau des arbitres, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je dirais qu'on a le nombre exact, je ne pourrais pas vous le dire, mais une dizaine d'arbitres, là, plus d'une dizaine là, facilement, qui provient de tout le territoire, c'est-à-dire, encore une fois, là, je dirais d'à peu près de Carleton jusqu'à Chandler. Puis, une petite mention spéciale aussi, on a 2 arbitres femmes qui sont avec nous là, pour le week-end. Marie-André, c'est pourquoi le kiosque devait installer ici au tournoi? Pour les profits du comité jeunesse. Dans le fond, on vend des petites choses, des petites grignotines, de la barbe à papa, de la slush, puis du popcorn pour ramasser des sous pour le comité jeunesse, dans le fond. Pendant l'année, faites-vous souvent des activités comme ça? Oui, on essaie de faire plein de petites activités pour les enfants puis les plus grands. Soit des patinages, tout tour de choses là, alentour de Passepébiac. Cette année, ça a-tu bien fonctionné? Vous êtes ici depuis mercredi, je pense, hein? Oui, c'est une grosse année. On n'a pas manqué de popcorn, ni de papa ni de slush cette année parce que l'année passée, on en avait manqué. Fait que cette année, on a renfloué nos affaires pour pas qu'on en manque. Mais comment vous répartissez les fonds que vous ramassez pendant les événements? Dans le fond, on les garde pour le comité. On achète des choses pour les enfants. Tu vois, pour la parade du Père Noël, on va acheter du chocolat chaud. L'année passée, on avait acheté, ou 2 ans passés, on avait acheté un jeu gonflable, une machine à mousse, une machine à bulles. Fait qu'on a plein, on achète plein de petites choses pour amuser les enfants dans le fond. C'est pourquoi le fameux lancer de la rondelle? Le lancer de la rondelle, en fait, c'est un moyen de financement pour l'Association du hockey mineur de Passepébiac. Donc, fait que voilà, c'est qu'on vend des rondelles, 5 $ la rondelle. Donc, au moment où est-ce que c'est le moment de lancer la rondelle, la personne qui arrive le plus près du centre va remporter le prix de 1 000 $. Puis qu'est-ce que vous faites avec l'argent ramassé? OK. Bien, l'argent, en fait, est redistribué aux jeunes, c'est-à-dire on peut acheter des équipements pour les entraînements, en fait, ce qu'on a besoin de payer pour une saison d'hockey, là. Ouais. Ben, c'était le fun, c'était une belle émotion à vivre. Puis toi, mon grand, cool. C'était cool? Tu dois être un petit peu déçu, par exemple, d'avoir perdu, comme je peux voir, hein? Quand vous avez embarqué sur la glace pour la finale, là, est-ce que vous étiez nerveux? Oui. Ben, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour gérer vos papillons dans le ventre? Ben, j'ai quand même joué, puis c'était le fun. OK. Pratiquez-vous des fois en dehors de vos pratiques à la maison? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je m'achète des comptes, puis je fais plein de parcours avec. OK. Puis toi? Des shots. Des shots. Bien joué. C'était quand même rough parce que fallait que je patine à maudit, puis j'ai quand même été longtemps sur le jeu. Là, mais... OK. Ben, c'était un match serré. Comment t'as fait pour gérer ton stress? Ben, comme normal, là, je vois le point. Si on gagne, c'est comme correct, là. Faut juste continuer à se forcer, puis ça. OK. C'est quoi, toi, tes points forts au hockey? Ben, les déjoues, pas mal. Là. Ah ouais, tu fais des déjoues. Ouais. Tu t'entraînes-tu des fois à la maison? Ben, quand même. Ben, pas souvent, mais un peu des fois, là. J'ai un but, puis je shot. On a gagné en équipe pas mal, puis le but en prolongation a fait du bien. C'est ça. T'as-tu eu un moment clé, là? Ben, c'est sûr que mon but en prolongation, c'est pas mal un moment clé, parce que ça a comme aidé, puis c'était le fun, là, à vivre. Puis comment t'as fait pour gérer ton stress? Parce que c'était vraiment stressant, même pour la foule. J'ai eu de la misère à le gérer, là. J'ai pas géré ma-même, mais ça m'a aidé à scorer. OK. Puis, t'as-tu une petite routine avant un match? Non, pas vraiment. Pas un warm-up en dehors de la glace avec notre équipe. Sinon, non. OK. Puis, pratiques-tu en dehors de tes pratiques à la maison un peu? Ouais. Souvent sur ma plaque d'hockey ou... Mais ouais, souvent quand même.
C'est qui ton joueur préféré de la Ligue nationale? McDavid. J'ai trouvé que c'était un bon match. Notre équipe a vraiment bien joué. Puis, j'ai fait des arrêts clés. Puis, on a gagné. T'as-tu un moment là, spécial que tu te rappelles? Ben, à un moment donné, il était en 2-0. Puis, j'ai rien que sorti la pad. Puis, ça a fessé ma pad. J'étais vraiment content. Parce que sinon, ça aurait fait 4-3. Ça aurait probablement changé le momentum de game. Là. Okay. T'as-tu une petite routine ou superstition? Je mange des sucres à la crème avant mes games. Puis, il n'y a personne qui les touche. OK. Sinon, il y a une fois que j'en ai donné à l'équipe, puis on a perdu. Fait que là, j'ai touché. Tu les gardes pour toi. Ouais, là, j'ai garde pour moi. Okay. Ton joueur préféré de la Ligue nationale? Moi, je dirais Marc-André Fleury. Okay. Parce qu'il fait vraiment des belles arrêts, puis pour moi, c'est le meilleur goaler qu'il y a jamais eu dans l'histoire. Chantal Bédard de C'est sûr.tv s'est rendue au centre plein air Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame de l'Île-Perrot pour jouer au baby-foot géant. On écoute ça. Le centre Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame de l'Île-Perrot a inauguré le 20 novembre dernier son nouveau terrain de baby-foot géant humain. Steven Grenier, directeur général du centre, a pris quelques instants avant la mise au jeu officielle pour nous retracer les origines du projet. Steven Grenier, aujourd'hui, on s'amuse, on fait du baby-foot géant. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, on inaugure notre nouvelle activité qui, on s'est fait dire, serait potentiellement la première au Canada. Alors, le baby-foot géant, c'est comme le baby-foot sur table qu'on connaît, mais ici, c'est l'humain qui joue lui-même avec son corps, ses bras, ses jambes et un ballon de soccer. Donc, dans des buts de type hockey, mais une infrastructure polymère aluminium faite avec des experts ici de la région, l'entreprise Jeutech à Coteau-du-Lac. Le plateau de baby-foot a été mis en place à l'origine, pas celui-là, mais le premier qui était un peu, on pourrait dire un prototype. Durant la pandémie, ça visait à respecter la distanciation sociale, mais à permettre aux enfants de vivre des activités de plein air quand même, puis de rester actifs malgré les contraintes sanitaires. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que le projet de la poche de Notre-Dame de Fatima aura coûté 0 $, puisque la communauté, à travers les fondations, le ministère de l'Éducation et différents autres bailleurs de fonds se sont mis ensemble pour soutenir ce projet-là en totalité. On est dans une ère où le recrutement de personnel est plus difficile, il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc on a comme projet au centre, ou enfin un peu un axe, si vous voulez, de développer des projets qui peuvent s'auto-animer ou s'animer avec un minimum de personnel d'animation. Et le baby-foot fait partie de cette orientation-là qu'on s'est donnée. Et ce projet-là avait été à l'origine monté avec des anciennes bandes de patinoire, des fils d'acier, des tubes à peu près faits comme ça. On l'a utilisé pendant probablement quelque chose comme 2 ans, mais rapidement, le truc s'est détérioré. Et ce qui a persisté suite à ça, c'est l'idée, c'est le projet d'en monter un de niveau professionnel, qualité parc de ville, entre autres, comme celui que vous voyez derrière moi. Pouvez-vous me rappeler la mission de l'organisme? Le Centre Notre-Dame de Fatima opère des programmes de camps de vacances et de répit pour la clientèle à besoins particuliers. On a aussi le volet arc-en-ciel, qui est l'accompagnement à loisirs en contexte de camp de jour. Donc, on est ici pour soutenir les familles, autant locales que supra-régionales, qui ont des enfants ou des personnes à besoins particuliers. Et aujourd'hui, bon, c'est un événement spécial, c'est la grande première. Est-ce qu'il va y avoir un petit peu de compétition? Bien, j'espère. On a formé 2 équipes, ça va être les verts contre les rouges. Michel, attrape le ballon, elle fait la passe. Moi, je suis commentateur. Elle fait la passe. Oh, l'arrêt de Thierry McKay avec son corps. Philippe. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.